Bien, bonjour ou rebonjour à ceux qui étaient déjà dans la salle pour la précédente séance. Donc, je me présente rapidement, je m'appelle David Dieudonné, je suis le représentant du News Lab, donc une équipe un peu récente de Google qui a pour vocation d'aider les journalistes à appréhender les technologies Google et les données Google dans la construction de nouveaux formats ou de travaux d'investigation innovants. Et donc après avoir expliqué un peu ce matin qu'est-ce qui dans les outils Google d'imagerie satellite notamment et d'imagerie tout court peuvent être utiles aux journalistes, je voudrais vous montrer maintenant comment on peut appréhender le moteur de recherche qui est vraiment l'outil de base de Google de façon plus avancée lorsqu'on est journaliste, à la fois pour faire des recherches, mais également en prenant le sujet de par l'autre bout, si vous voulez, en regardant quelles recherches sont faites sur le moteur de recherche. Donc, première fonctionnalité, donc je vous expliquais tout à l'heure en deux mots hein, les grands axes de travail du News Lab, donc de la formation, de la transmission de données et des programmes de partenariat pour renforcer l'écosystème en matière d'innovation dans les médias. Donc, s'agissant du moteur de recherche, donc, comme je disais, c'est vraiment le cœur du réacteur à Google. C'est le premier outil qui a été créé en 1998, qui a beaucoup évolué depuis lors. Parce que vous voyez ici le premier aspect du moteur de recherche à l'époque en 1998. Plus grand-chose à voir avec les fonctions actuelles qui sont notamment concentrées dans le petit encadré dans lequel il y a désormais beaucoup d'informations en plus des liens, beaucoup d'informations pratiques, beaucoup d'informations instantanément actualisées. Ce qui est intéressant avec le moteur de recherche lorsqu'on est journaliste, c'est que par rapport à son lecteur, par rapport à son audience, si on interroge le moteur de recherche de façon plus sophistiquée, tout de suite, c'est-à-dire de façon plus élaborée que ne le ferait son audience spontanément, on apporte tout de suite à son audience une information, une valeur ajoutée journalistique. Et surtout, on gagne du temps et donc on va plus loin dans les recherches. Donc il y a quelques petites astuces, quelques petites subtilités que je voulais passer en revue rapidement. Je pense que vous en connaîtrez beaucoup déjà, mais qui peuvent vous permettre d'aller plus vite dans vos recherches lorsque vous écrivez ou lorsque vous préparez un sujet. Déjà, la fonctionnalité des guillemets qui permet d'aller directement, de sanctuariser une expression et d'aller directement la rechercher sans bruit autour, c'est-à-dire si vous voulez chercher le titre d'un livre, le titre d'un film, une dénomination exacte, en l'encadrant de guillemets, vous allez isoler tous les résultats annexes, tous les résultats qui ne sont pas strictement correspondants à votre question. De la même façon, vous pouvez nettoyer vos recherches en isolant tous les termes qui ne vous conviennent pas ou qui n'entrent pas dans le champ de votre travail. Par exemple, si vous voulez chercher des articles ou des pages qui concernent les Républicains en ce moment en période de primaire, mais pas celles qui sont sur Juppé parce que vous êtes en train d'écrire sur Sarkozy, par exemple, vous écrivez les Républicains moins Juppé et vous allez avoir des résultats affinés au regard de votre recherche qui excluront toutes les pages dans lesquelles il y aura Juppé. Donc, par exemple, si c'est des articles, ils seront supprimés. Vous pouvez également faire une recherche par site. C'est-à-dire si vous voulez connaître tous les articles sur Juppé dans le monde, vous faites Juppé site et le site du monde ensuite écrit, et vous allez avoir uniquement les résultats qui correspondent à ce site. Vous pouvez également chercher un domaine particulier. Là, en l'occurrence, .gouv.fr. Donc si vous cherchez immigration avec la fonction site.gouv.fr, vous allez trouver les résultats correspondants uniquement sur les sites du gouvernement. Autre fonctionnalité, la fonction related : qui vous permet de chercher tous les sites concurrents ou travaillant sur les mêmes sujets ou répertoriant le même type d'information qu'un site donné. Donc là, j'avais pris l'exemple du JDD. Ce n'est pas un très très bon exemple en réalité parce que du coup, je vois tous les concurrents du JDD qui sont en réalité d'autres journaux.
c'est peut-être plus parlant sur un site qui renvoie à des informations qu'on connaît moins immédiatement. Par exemple, si vous cherchez quelque chose sur, par exemple, l'industrie pharmaceutique, on vous a dit qu'il y avait une référence dans un site pharmaceutique ou un magazine spécialisé, mais vous ne connaissez pas les concurrents de ce magazine et vous voudriez étendre votre recherche à tous les sites de même nature. En utilisant cette fonction related, vous pouvez y avoir accès sans les connaître. Vous pouvez également chercher par type de fichier, donc en utilisant la fonction filetype : en mettant donc PDF s'il s'agit d'un PDF, PPTS s'il s'agit d'un PowerPoint, XLS pour un fichier Excel, et un autre que j'ai découvert récemment, KML, peut-être vous le connaîtrez, qui correspond au fichier justement de survol sur Google Earth Pro qu'on a vu tout à l'heure, et qui vous permet par exemple pour un endroit déterminé de voir s'il traîne sur Internet des survols Google de cet endroit. Ça peut être intéressant. Donc là, vous avez une recherche qui vous permet de chercher tous les PowerPoint sur la loi travail. Ensuite, vous pouvez combiner tous les PowerPoint sur la loi travail sur les sites du gouvernement. Donc vous voyez là une dimension qui est intéressante, qui peut permettre de faire finalement de l'investigation sur Internet, puisque vous pouvez, par ce biais-là, identifier des documents qui ne sont peut-être pas immédiatement disponibles. Et puis, vous pouvez, au final, résumer l'ensemble de vos critères de recherche sur une page qui s'appelle la page Google Advanced Search, qui vous permet de combiner tous ces critères et d'aller donc directement au résultat qui vous sera le plus utile dans votre recherche journalistique. Il y a aussi deux registres particuliers du moteur de recherche que parfois on méconnaît, deux sous-sections en réalité du moteur de recherche. La première qui regroupe tous les articles scientifiques, qui s'appelle Google Scholar, donc à laquelle on accède de la même façon, et qui s'interroge de la même façon que le moteur de recherche, et qui rassemble uniquement les articles scientifiques sur un sujet, par mots-clés, par auteur ou par publication. Là, j'avais utilisé à nouveau le thème de la loi travail, et vous avez ainsi toute une série de références avec leur origine précise. Et l'autre corpus, c'est Google Public Data, donc qui est presque plus utile pour les data journalistes, qui rassemble l'ensemble des données statistiques disponibles. Alors en France, il y a peu d'informations strictement françaises qui sont en ligne dans cette section-là, mais en revanche, on retrouve par l'intermédiaire des grandes institutions internationales beaucoup de données françaises, internationales et européennes comme Eurostat, et ainsi vous pouvez isoler des statistiques particulières, donc là en l'occurrence le chômage, et les mettre en regard de statistiques autres d'autres pays. Ce qui est intéressant aussi, c'est que le moteur de recherche, c'est un outil qui permet de rechercher en utilisant des mots, mais qui permet également de faire des recherches en utilisant des images. Déjà, on utilise tous beaucoup Google Images pour identifier des images d'une chose, en l'occurrence le Stade de France. On méconnaît parfois cette fonctionnalité qui s'appelle Search Tools, qui permet d'affiner cette recherche. Et ainsi, par exemple, sur une recherche comme celle-ci du Stade de France, d'isoler les images par taille, vous voyez à gauche, par couleur, c'est l'exemple que j'ai isolé, par type de fichier, y compris les fichiers animés, donc vous pouvez retrouver aussi des GIFs comme ça, également des vidéos. Vous pouvez également savoir, dans la fonction time, quelle est l'ancienneté de l'image, ce qui est particulièrement précieux pour les applications journalistiques, les droits d'usage s'agissant de leur reproduction, et ainsi avoir une capacité à illustrer vos papiers, ou en tout cas à affiner vos recherches d'images au plus près de ce qui vous intéresse. Alors on peut chercher dans ce sens-là, on peut aussi chercher en utilisant l'image pour en identifier l'origine, la nature ou la légende. Soit en collant l'URL dans la barre d'interrogation, soit en uploadant directement l'image dans cette barre d'interrogation. Ça permet de connaître, par exemple, la date d'une image. Moi, je m'étais amusé sur ce tweet du JDD à me poser la question de savoir de quand dater cette image d'illustration, cette image qui venait là en illustration d'un sondage récent. Et soit en faisant un clic droit sur Google Chrome, soit en sortant l'image et en la remettant dans le moteur de recherche, on s'apercevait que cette image avait été prise tel match
pas du tout en mai 2016, plus ancienne, mais vous retrouviez exactement le moment de la date et la légende d'une image classique. Alors là, c'était de la curiosité, si vous voulez. Lorsque on cherche à débusquer de possibles hoax, là, ça devient tout à fait autre chose. C'était le cas pour cette image qui avait circulé aux États-Unis beaucoup, d'un homme qui expliquait que cette image illustrait les conditions météo au bord du lac à Chicago. Beaucoup de médias avaient repris cette image sans trop la vérifier. Et lorsqu'on la replonge dans le moteur de recherche pour en connaître l'origine, on s'aperçoit qu'en réalité, elle avait figuré sur le blog d'un photographe amateur suisse et qu'on était en réalité au bord du lac Léman et que ce n'était pas donc du tout le sujet et que c'était plusieurs années auparavant. Donc ça avait été une catastrophe pour pas mal de médias qui avaient été obligés ensuite de s'en excuser auprès de leurs lecteurs, alors qu'assez rapidement, en testant l'image, on s'aperçoit par un peu l'intuition de base qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Ou qu'elle a trop circulé, ou qu'on la voit dans d'autres contextes, et en se mettant à chercher, on retrouve l'image de base. De la même façon, pour les images, vous retrouvez ce cartouche qui vous permet de rassembler l'ensemble de vos critères. Est-ce que vous avez des questions sur Google Search? Est-ce que vous connaissiez l'ensemble de ces fonctionnalités? Bien. Alors si vous avez appris quelque chose, c'est bien. Donc là, maintenant, on va essayer de regarder le moteur de recherche de l'autre côté, c'est-à-dire non pas comment l'utiliser, mais comment il est utilisé. Donc c'est cet outil qui s'appelle Google Trends, que certains connaissent peut-être déjà dans ses fonctions de SEO, c'est-à-dire que beaucoup ont utilisé Google Trends pour voir quels étaient les mots qui faisaient tendance sur Internet et ont utilisé ces mots pour procéder au référencement de leurs articles notamment ou faire en sorte que ça permette de donner davantage de visibilité à ce qu'ils écrivaient. Là, ce n'est pas ces applications-là qu'on va regarder, c'est plutôt utiliser cette indication qui est fournie sur les recherches que font les gens sur Internet, en tout cas sur le moteur de recherche YouTube et Google Actualité, pour comprendre un peu ce qui se passe dans le pays, c'est-à-dire pour avoir une indication, un signal de l'intérêt des gens. Donc à la fois identifier des angles de papier auxquels on n'aurait pas pensé et auxquels les gens pensent, ou alors avoir un signal, une indication de l'intérêt des gens pour telle ou telle personnalité politique, par exemple, tel ou tel thème politique. C'est beaucoup du travail qu'on fait en ce moment au Newslab, à la fois aux États-Unis, en raison de la campagne américaine, et en France avec l'approche de la primaire des Républicains. On en verra des exemples, vous verrez, c'est tout à fait intéressant d'ajouter ce signal à d'autres signaux qui permettent de comprendre les tendances qui émergent dans le pays. Donc Trend, c'est quoi? C'est un œil sur les 3 milliards de recherches qui sont faites chaque jour sur le moteur de recherche, partout dans le monde. À la fois donc Google Search strictement, mais également YouTube et Google News, donc les articles. Qu'est-ce que mesure Google? C'est pas un nombre, une valeur absolue de recherche, déjà parce que ce seraient des volumes de recherche tellement invraisemblables qu'ils seraient extrêmement difficiles à appréhender. D'autre part parce que fournir une valeur absolue du nombre de recherches ne serait pas un très, très bon indicateur, parce que depuis la création du moteur de recherche, avec la création de Google, les recherches sur tous les sujets n'ont jamais fait qu'augmenter. Donc vous auriez de toute façon sur tous les sujets, dans tous les endroits, une courbe à la hausse, qui ne serait pas une indication de quoi que ce soit. Et ce qu'on a aussi cherché à faire en représentant donc cette donnée de façon indicielle, ce qui est le sujet, c'est de lisser les effets de densité géographique pour que sur une recherche donnée, on n'ait pas toujours les mêmes grandes villes ou les mêmes grands pays qui dominent, alors qu'en réalité, l'intensité peut être plus forte proportionnellement dans un endroit de plus petite taille. Donc on représente toujours la donnée sur une échelle de 1 à 100 en prêtant au numéro 100 l'indice d'intensité maximum de recherche sur un sujet dans un endroit. Et tout ensuite est comparé à ça. Donc jusqu'en juin 2015, cette donnée, elle était quotidienne, donc elle était intéressante, mais depuis lors, elle est instantanée, c'est-à-dire qu'on sait à la minute où se porte l'intérêt des gens sur le moteur de recherche, ce qui est précieux journalistiquement, pour les médias instantanés, y compris particulièrement les médias en ligne, particulièrement la télévision et la radio également,
et particulièrement la télévision, parce qu'en fait, ça donne une indication de ce que font les gens sur leur deuxième écran pendant qu'ils regardent quelque chose à la télévision. Donc c'est valable dans les grands moments sportifs, aussi dans les grands moments politiques, notamment lors des débats télévisés. On l'a vu beaucoup aux États-Unis pendant les primaires. C'est-à-dire qu'on sait pendant qu'il y a un affrontement lors d'un débat politique, est-ce que les gens s'intéressent davantage à un candidat qu'à l'autre, à quel moment ils s'intéressent davantage à l'autre qu'à l'un, et sur quel thème ils s'intéressent à quel candidat, et comment va leur intérêt de thème en thème. Donc on peut interroger cette donnée qu'on apprend à connaître, nous aussi, et qu'on apprend à connaître avec les journalistes dans le cadre de partenariats, ou en tout cas surtout de conversations communes entre un journaliste qui dit « Ah, j'ai envie de travailler sur ce sujet-là » ou de prendre la donnée dans ce sens-là, et nous, on leur fournit la donnée et on essaye de faire en sorte que ça ait un sens, que ça soit visuellement aussi compréhensible. Donc on peut interroger cette donnée, tout ça pour dire que c'est toujours un peu work in progress, ouais. On peut l'interroger par sujet, on va le voir, par période, par lieu et aussi par langue, ce qui peut aussi avoir des intérêts très importants. Je vais commencer par vous en montrer des exemples, si vous voulez, en France, de ce qu'on a pu explorer depuis que le News Lab est installé ici. Puis après, si on a le temps, je vous montrerai vraiment quelles sont les fonctionnalités qu'on peut interroger en finesse dans le cadre de projets particuliers. Ce qu'il faut savoir, c'est que Google Trends, il y a un site en accès public permanent qui s'appelle Google Trends. Et ensuite, par l'intermédiaire du News Lab, les journalistes peuvent avoir des données plus fines, qui demandent plus de travail, de raffinement, mais que l'on fait très volontiers pour eux, et pouvoir rentrer dans des projets comme ça plus élaborés. Je vous en montrerai des exemples. Donc ça, c'est ce qu'on fait, par exemple, régulièrement, pas régulièrement d'ailleurs, quotidiennement sur le fil Twitter de Google Trends. On sort chaque jour quelles sont les questions les plus posées par les internautes sur le moteur de recherche sur le sujet du jour. Donc là, c'était pendant le procès Cahuzac. Là, c'est un autre exemple qu'on a démarré avec le Figaro cette semaine dans le cadre des primaires. On est capable de dire, au regard d'un candidat, donc là, non, en fait, on avait pris le thème. On avait choisi le thème de l'éducation, enfin, ils avaient choisi le thème de l'éducation, et ils nous avaient demandé quel est le candidat aux primaires qui est le plus recherché au regard du thème de l'éducation. Et donc, on s'était aperçu que c'était Nicolas Sarkozy, et donc ils ont écrit leur papier là-dessus. Ça, c'est un partenariat qu'on a avec LCI dans la matinale tous les matins. Pareil, c'est le principe des 3 questions. Les 3 questions les plus posées sur la personnalité qui a fait l'actualité la veille. C'est un autre format qui permet de mesurer l'intensité des recherches sur une personnalité par rapport à l'intérêt de recherche sur une autre. Donc là, c'était F1 qui, le dimanche soir, faisait une espèce de récap de la semaine, si vous voulez, de la semaine politique, de la rentrée politique, et qui montrait comment, donc là en l'occurrence c'était une sorte de match qu'ils avaient créé entre Sarkozy et Macron sur la semaine, on voyait comment l'un, après avoir été en dessous de l'autre en termes d'intérêt suscité, avait provoqué une sorte de poussée dans l'intérêt de l'audience pour ensuite décroître, mais tout en restant au-dessus. Donc en l'occurrence, le bleu, c'est Macron. Hein. C'était le jour de sa démission. Et où il était passé devant l'intérêt suscité par Sarkozy qui sortait, vous vous souvenez de cette semaine d'entrée en campagne extrêmement vocale. Ça, c'est un autre format qu'on a construit avec France Info, la nouvelle chaîne de France Télévisions. Une interview basée uniquement sur les principales questions posées sur le moteur de recherche. Donc là, cette semaine, ils ont interrogé Cécile Duflot. Alors, on peut aussi donner une représentation cartographique des choses. Donc là, c'est un truc qu'on avait fait avec le Huffington Post cet été. Quel est le Pokémon le plus spécifiquement recherché par région en France? C'est-à-dire celui qui est le plus exagérément recherché par rapport à celui qui est recherché dans les autres régions. C'était assez ludique, mais c'était un bon sujet d'été. Et ils ont fait, de mémoire, 180 000 vues pour ce papier. C'était assez satisfait. Ça, c'est l'illustration de ce que je vous disais tout à l'heure sur l'interrogation de la donnée par langue. Un exercice que j'avais fait pour m'amuser. Au lendemain de la finale de l'Euro, quelles sont les principales questions posées en France en français et quelles sont les principales questions posées sur le sujet en France en portugais. Donc c'était une façon de plonger dans les préoccupations de la communauté lusophone en France. Évidemment, le lendemain de la finale, ce n'était pas tout à fait le même angle. En France en français, c'était un peu sur le thème
bon, bah, quand est-ce qu'on aura l'occasion de revenir sur ce mauvais score? Alors que pour les lusophones, c'était quand allons-nous célébrer le retour des enfants prodigues, quoi, si vous voulez, et des héros au pays. C'est tout à fait intéressant et ça ouvre des champs très riches pour l'avenir. Bon, ça, c'est un exemple qui avait été assez commenté après le Brexit. On s'était aperçu que même après le vote, les gens n'avaient toujours pas, enfin, se posaient toujours la question de savoir qu'est-ce que ça voulait dire, en somme. Et c'était un tout petit peu inquiétant et ça avait été assez commenté. C'était un autre format de papier qui a été basé sur les 10 questions, c'est-à-dire on se demande quelles sont les 10 questions les plus posées et ensuite le journaliste y répond. Là, de même, c'était une infographie qui permettait de voir par pays européen quelles étaient les principales questions posées sur le Brexit. Et on voyait que d'un pays à l'autre, les préoccupations n'étaient pas les mêmes. Certains avec des préoccupations strictement financières, d'autres des préoccupations plus stratégiques, plus tactiques, ou alors très tournées vers eux-mêmes. Donc c'était intéressant et assez révélateur. Ça, c'était un exercice qu'on avait fait avec l'équipe. Chaque soir de match, on voyait quelle était la plus grosse accélération, la plus grosse question qui montait sur le moteur de recherche pendant le match, et l'équipe s'en servait pour faire l'angle d'un papier. Ça, c'était la popularité relative de chacun des joueurs. Donc ça, c'est Match qui avait construit ça. Nous, on avait construit une page qui permettait de suivre en temps réel l'intérêt porté à chacune des équipes. Une carte également qui permettait de voir quel pays s'intéressait à quelle équipe en fonction de l'avancement du calendrier. C'est intéressant parce que ça donnait une image des supporters en fait. Ça, c'était un travail intéressant qu'on avait commencé avec le JDD aussi sur quelle ville cherche le plus les inondations, au sujet des inondations. On avait représenté ça sur une carte, qu'on aurait sans doute pu enrichir d'une carte des inondations elles-mêmes pour voir justement où était le jeu entre les deux. Et peut-être que l'info, elle était là justement. C'est-à-dire, est-ce que les villes qui cherchent le plus les inondations sont-elles celles qui les vivent le plus? Et là, on voit des angles intéressants. Quelles questions on se pose le plus sur le sujet? Toujours intéressant de voir, parce que c'est assez contre-intuitif, je trouve, pour un journaliste de se rendre compte qu'en réalité, ce qui préoccupe les gens, c'est des choses simples et empathiques, c'est-à-dire comment aider les sinistrés. On s'était aperçu aussi juste après les attentats de Nice, que la question la plus posée à Nice sur les attentats, ça n'était pas du tout de savoir qui avait commis les attentats ou quel était c'était où donner son sang. C'était très intéressant, je trouve, pour un journaliste de savoir que la première préoccupation des gens, quand il se passe quelque chose de grave, c'est des choses quelquefois simples et généreuses, et du coup, ça informe, je trouve, le jugement. Donc on peut accéder à toutes ces données sur le site Google Trends, donc avec cette fonction qui s'appelle Explore Topics. Donc vous tapez le mot que vous voulez rechercher, enfin dont vous voulez savoir comment se sont organisées les recherches sur ce mot. Vous choisissez ensuite votre pays à droite et vous rentrez dans une page qui vous permet de voir l'intensité de recherche en fonction du temps, la localisation géographique, et puis certaines questions associées. Donc là, c'était un journaliste de rue 89 qui avait fait l'exercice de façon assez drôle. C'était aperçu pendant la pénurie d'essence que l'un des mots qui était le plus tapé sur Internet, c'était siphonner. Donc on avait beaucoup ri, et surtout, on avait cherché, donc il avait trouvé la représentation géographique, et on s'était mis à chercher, nous, quelles étaient exactement les questions posées. Et plus on descendait, plus on avait le nom des modèles de voitures, si vous voulez. Donc on imaginait assez bien la scène et c'était intéressant, quoi. Et ça, c'est quand même le sujet auquel on n'aurait pas pensé et qui du coup fait un papier très savoureux, quoi. Ça, c'était pour répondre à la question de savoir sur la loi travail, quelle est la région géographique ou quelle est la ville où on s'intéresse le plus au sujet. Ce qui a permis au JDD de faire un papier pour dire que c'est Grenoble, la ville où on s'intéressait au début le plus à la loi travail. On aurait pu aussi prendre le sujet autrement et se dire, bon, puisque c'est à Grenoble qu'on s'intéresse le plus à la loi travail, allons faire un reportage à Grenoble. Donc c'est intéressant parce que c'est une matière qui à la fois permet de nourrir le papier, mais aussi est un instrument d'aide à la décision pour choisir un angle. Ça, c'était pour répondre à la question de savoir, je ne sais pas si vous vous souvenez, un mois après Nuit debout, beaucoup de gens disaient « Mais pourquoi est-ce que les journaux continuent à écrire sur Nuit debout ?» Les gens se moquent de Nuit debout, c'est un mouvement qui n'intéresse personne. Donc avec Libération, on avait regardé ça en détail et on s'était aperçu que les recherches, en réalité, s'étaient maintenues sur la période, un an, et surtout qu'elles s'étaient maintenues à la faveur de pics
dont on avait pu identifier ensuite, jour après jour, à quoi ils correspondaient, et qui étaient soit des mouvements de violence ou de maintien d'ordre, soit des mouvements d'inspiration, comme par exemple la visite de Varoufakis. Et donc Libé avait raconté cette histoire, donc un mois de nuit debout, et on leur avait fourni cette carte en fait, qu'on avait construite avec eux et pour eux. C'est-à-dire une carte sur laquelle on peut voir évoluer avec le temps. Pour ceux qui sont familiers de ce dispositif, ça s'appelle le heatmap, qui permet de voir les recherches monter et se densifier avec le temps. Donc, il l'avait arrêté une première fois au début, c'est-à-dire au début du mouvement, le mouvement juste à Paris, ensuite qui vient un petit peu dans certaines villes de province. Vous voyez que la région concernée, et puis progressivement gagne l'ensemble du pays et puis même l'étranger. Je vais essayer de vous montrer cette heatmap en vrai, mais on va peut-être échouer. Donc je ne vous promets rien, mais on va quand même essayer. Voilà. Vous voyez en bas les jours qui défilent et vous voyez la carte qui permet de représenter l'évolution du mouvement. Pas vraiment l'évolution du mouvement, l'évolution de l'intérêt pour le mouvement. Et vous vous apercevez que ça va même au-delà de la France. C'est une représentation particulièrement appropriée pour les mouvements sociaux qu'on avait d'ailleurs expérimenté aux États-Unis lors du mouvement Black Lives Matter. C'est pas ça, c'est ça. Une autre représentation possible, c'est une sorte de timeline minute par minute pendant un moment de télévision, là en l'occurrence l'Eurovision, où vous voyez l'ensemble des concurrents et l'intérêt porté, c'est-à-dire qu'est-ce que les gens cherchent sur leur portable ou sur leur tablette pendant qu'ils regardent l'Eurovision. Est-ce qu'ils regardent tel candidat, est-ce qu'ils s'intéressent à tel candidat ou tel autre, et vous arrivez à un match qui à la fin a un aspect finalement assez prédictif, puisque la plus recherchée est celle qui finalement gagnera. Donc je ne sais pas si on a assez de temps pour que je rentre dans le détail de ce qu'on peut poser comme question. Ou est-ce que vous avez 3 minutes, donc on n'a pas le temps. Donc je vais plus prendre des questions si vous voulez. Donc pour résumer sur Trends, la démarche la plus simple, c'est de fouiller sur le moteur de recherche Google Trends, en fait, sur le site public, tester ses intuitions, en fait, on trouve souvent des sujets en mettant en tension deux termes et en voyant l'évolution d'un terme par rapport à l'autre, un homme politique par rapport à un autre. Et du coup, on voit une tendance. Et ensuite, vous pouvez prendre contact avec le News Lab dans la limite de nos capacités de sommeil, c'est-à-dire parce qu'on est quand même, on n'est que deux, et approfondir ces recherches en nous demandant d'aller chercher un peu plus profond dans le mécanisme, en sortant soit les questions donc, les plus posées sur un sujet, soit les questions relatives au sujet, soit les questions qui ont le plus monté sur le sujet dans une période qu'on définit. On peut aussi regarder, c'est ça que j'aurais voulu vous montrer, mais je vais simplement vous le dire, on peut regarder, notamment en politique, lorsque quelqu'un cherche un candidat, quel est le candidat qu'il cherche après. Donc ça peut être intéressant, si on recoupe cette donnée avec d'autres, pour identifier des mécanismes de report de voix, par exemple. On peut représenter cette donnée donc, dans l'espace, sur des cartes dynamiques, comme je vous ai montré les cartes qui prennent en compte le temps. Je vous écoute pour les questions, pardon, je parle trop. Alors, ici. Ouais. La carte animée, par exemple, que vous nous avez montrée pour Nuit debout, pour Libération, c'est vous qui l'avez réalisée gratuitement pour Libération à l'heure de En fait, on discutait avec Libération, et ils ont dit essayons de représenter ça comme ça, et nous on a dit si vous voulez on va essayer de mettre ça sur une carte ODB, et on a fait la carte et on leur a donné. Ouais. D'accord. Et par exemple, le graphique que vous nous avez montré juste avant sur l'Eurovision, c'est pareil, c'est vous qui l'avez réalisé? Ouais, là c'est un truc qui a été fait. Là, ça demandait plus de travail, et en l'occurrence, ça avait demandé l'intervention d'une agence de DataVis, justement, qui avait construit le truc. Et on l'avait fait pour un certain nombre de médias pan-européens, justement, à l'occasion de l'Eurovision. Donc ça, c'était un peu un projet d'équipe.
auquel on avait associé plusieurs médias qui souhaitaient le retransmettre ou qui avaient montré leur intérêt pour le faire. Là, c'était pas un truc isolé, si vous voulez, parce que ça représente un investissement. En termes de localisation, quelle fiabilité a aujourd'hui la localisation sur les recherches? Elle est fiable. Le vrai sujet, c'est la granularité. Ouais. Et c'est ce sur quoi on travaille beaucoup, là, particulièrement en France, depuis qu'on est en France, parce qu'on est sur des représentations qui sont la région ou la ville. Et pour être tout à fait sincère, les régions, on n'est pas encore aux nouvelles régions. Et notre objectif, c'est dans le cadre de l'effort sur les élections, d'essayer de descendre à un niveau de granularité inférieur pour justement permettre aux analystes politiques des journaux d'avoir une appréciation plus fine de ce signal justement d'intérêt électoral. Parce que le signal, vous l'avez, c'est l'adresse IP, c'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça. Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, mais c'est complexe aussi parce que notre objectif, la contrainte qu'on s'est fixée, c'est de respecter l'anonymat des gens, bien entendu. Donc la donnée, elle est coupée en morceaux, réagrégée, de sorte que ça protège justement comment dit-on, privacy. Voilà. Question ? Ouais. À Paris. Vous voulez poser une question ? Oui. La France. La France, oui. Bah, on travaille beaucoup, hein. Non, mais c'est le début aussi, hein. Est-ce que vous faites de l'analyse prédictive de vos données issues de Trends, histoire de livrer aux journalistes leur future liste de marronniers pour les années à venir? Bah, en fait, on attend qu'ils nous posent la question. S'ils nous la posent, peut-être on les aidera. Mais... Ça renouvellerait pour l'audience, ça serait... L'idée, c'est plutôt de défricher des sujets nouveaux plutôt que de reproduire l'existant. Mais c'est quand même extrêmement intéressant de voir comment... et je vous parle beaucoup pour les... Vous êtes plus proche, je pense, de vos lecteurs, mais parfois les rédactions à Paris sont éloignées du reste du pays. Et donc c'est intéressant pour eux d'avoir... je crois beaucoup, notamment s'agissant du journalisme politique, mais c'est une conviction un peu personnelle, que c'est... l'introduction des questions les plus posées dans l'interview politique ou dans le travail du journaliste politique, c'est une, entre guillemets, disruption heureuse, parce que ça va permettre de réintégrer justement dans la conversation la voix de gens qui peuvent se sentir exclus justement de cette... Alors ça, c'est... Moi, je m'adresse aux journalistes. Je suppose qu'ils savent que le site existe. Le sujet, c'est que cette information, elle soit disponible au plus grand nombre. C'est la raison pour laquelle Google la met à la disposition des journalistes pour que ça soit in fine dans l'opinion publique. La heatmap qu'on a vue avec les recherches Google Trends, comment ça se présente dans le doc Google Spreadsheet? Est-ce que c'est les noms qui sont classés, après il y a une colonne avec les horaires, enfin comment ça marche? Alors, sur le site, attendez, on va le faire ensemble si vous voulez, je vais vous montrer comment on sort les trucs. Ça sort un fichier CSV, je ne sais pas si vous êtes familier de ce format. Qu'est-ce qu'on pourrait sortir, par exemple? Vous voyez, quand il y a un grand événement, on fait des pages spéciales sur le site. Donc là, c'est en l'occurrence... Là, le problème, c'est que ça ne va pas être bon parce qu'on ne va pas pouvoir les sortir. Non, là, c'est simple. Là, on peut simplement, vous voyez, embedder la carte et le truc. Donc, si on fait une recherche, par contre, je ne sais pas, sur quoi voulez-vous faire une recherche, par exemple? Sur Nantes, la ville de Nantes. Alors vous allez voir, quand vous faites une recherche, là sur Nantes, on vous propose soit search term, ça veut dire en bref le mot tel que vous l'avez tapé, et ensuite sinon vous avez ce qu'il identifie comme une entité, en l'occurrence Nantes City, ça veut dire Nantes avec toutes les fautes d'orthographe possibles, écrit dans toutes les langues possibles, et tous les mots que parfois les gens utilisent pour vouloir dire ça. Donc on a mis tout ça dans une entité qui lisse, si vous voulez, des effets d'erreur. Donc c'est souvent mieux d'utiliser cette entité.
Et donc là, vous voyez l'intérêt. Donc ça, c'est dans le monde. Donc si vous voulez rechercher par pays, vous pouvez même aller par région, hein, mais là, vous mettez votre pays. Donc on peut dire la France. Là, vous choisissez la période. Donc ça peut être sur l'heure jusqu'à 2004. Donc on peut faire la semaine, par exemple. Vous voyez l'évolution des recherches dans le temps. Et alors, si vous voulez cette donnée, vous voyez les pics. Donc, si vous vous dites, bon, bah, la plus haute valeur, elle est là, c'est à 100. Donc, vous savez que la plus haute intensité de recherche sur le mot Nantes, ces 7 derniers jours, c'était tel jour à telle heure. Donc, après, il vous appartient d'aller chercher pourquoi. Et si vous voulez sortir la donnée, donc soit vous pouvez embedder ce graphique, soit vous pouvez en sortir la donnée sous format CVS, comme ça, télécharger. Ça sort comme ça. Donc ensuite, après, vous pouvez la retraiter comme vous voulez et la représenter comme vous voulez, surtout. Dans l'exemple de Match, par exemple, tout à l'heure, sur les joueurs de foot, Match ne voulait pas utiliser nos templates parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait écrit Google Trends, machin, ce que je comprends tout à fait. Et du coup, ils les ont intégrés dans leur charte graphique en utilisant simplement les chiffres. Donc, donc vous avez la recherche en fonction du temps, vous avez la localisation géographique des recherches. Donc là, vous voyez que les recherches sur Nantes sont surtout localisées. Donc, soit par région, ce qu'on disait tout à l'heure, monsieur, et vous pouvez là chercher par ville. Et là, vous avez les questions qui sont posées autour de Nantes. Donc ça, c'est pas un dernier match qui a eu lieu ou qui va avoir lieu. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une spike, ce qu'on appelle, c'est-à-dire une poussée des questions là-dessus de 2800%. Ça, rising, ça veut dire les questions qui montent le plus sur le sujet. Et top, c'est les questions les plus importantes sur le sujet. Donc là, c'est FC Nantes. Oui, donc là, vous êtes clairement sur une dominante foot, là. Voilà. D'autres questions ? Mais du coup, alors, ce qui est intéressant, c'est de mettre en regard. Donc, c'est quoi ? C'est Nantes-Nancy ? Le sujet, souvent, il vient quand on met en tension les deux. Donc, faisons AS Nancy et FC Nantes. Et là, vous allez avoir un papier pour ce soir. Donc vous voyez, il y en a déjà un qui domine l'autre en termes d'intérêt suscité. Et puis après, vous pouvez regarder la géographie. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Il y a eu un match. Bref, vous avez le début d'un papier, quoi. Merci à vous.